Bonjour à tous et à toutes, toutes et à tous. Nous sommes le dimanche, Nous sommes le 21 avril, dimanche. Soyez les bienvenus sur LVE pour ce nouveau numéro de LVE Weekend. Votre tranche d'information dominicale de la mi-journée, Nous sommes ensemble pendant 1h30. Je vous dis bon dimanche, bon appétit pour ceux qui mangent déjà. Et sur LVE donc, il est 12h30. Midi 30, 14h. LVE Weekend. Ryoma Takeuchi. Ce sont les titres de l'actualité. Aujourd'hui, ce samedi, un nouvel acte des Gilets jaunes en plein Paris. Un petit retour sur les événements chaotiques de ce week-end. Mais c'est l'information du jour. Les attentats meurtriers ont touché le Sri Lanka, dans des églises et des hôtels qui ont été ciblés par des attentats à la bombe. Nous reviendrons sur cette actualité tout au début. Nous allons également parler de l'arrestation de Julian Assange, le créateur de Wikileaks, qui avait été arrêté le 11 avril à l'ambassade d'Équateur. Au Soudan, le mouvement contestataire annonce vouloir instaurer un gouvernement civil. C'est une sortie pour une crise citoyenne au Soudan. Au Pérou, le suicide de l'ex-président Alan Garcia. Je ne sais pas si je présente Garcia, voilà. Je vais faire des efforts pour l'accent. Le suicide donc de l'ex-président suscite encore quelques remous politiques. Nous reviendrons dessus également. À Madère, un accident de bus meurtrier a ému le Portugal, pas seulement le Portugal d'ailleurs, puisque au sein de l'Union européenne, quelques mesures ont été prises suite à cet accident. Ensuite, nous repartons à l'étranger ou au Mali. La démission d'un Premier ministre sur fond de crise provoque quelques incertitudes. Et puis ensuite, plus proche de chez nous, en Algérie, le départ du président du Conseil constitutionnel affaiblit l'alliance au pouvoir pendant la transition Bouteflika, si on peut appeler ça une transition d'ailleurs. 12h34 et le reste du LVE Weekend, Ryoma. Puisque dans 20 minutes, juste après votre journal, ce sera l'heure à la croisée des idées. Exactement. Alors, et votre édito pour commencer. Exactement. Il y aura donc 2 éditos. Le premier qui sera le mien. J'ai pas l'habitude de m'annoncer moi-même, c'est pour ça. Et je serai suivi de très près par Merci la police, où Raphaël va donc nous parler de quelque chose de sans doute très souhaitable, mais peut-être pas réalisable. Il s'agit de Donald Trump, le président des États-Unis, sera-t-il destitué ou non? Elizabeth Warren, le désir en tout cas. Et vous, Ryoma, dans votre édito, on parlera. Et dans mon édito, je ferai donc encore une fois un petit tour du côté des Balkans, puisque comme je vous dis, j'espère en tout cas créer une sorte de conscience européenne. C'est encore sur les élections européennes. 13h, la question de la semaine et un grand débat, Ryoma. Oui, la tribune culturelle donc. Ouais, la tribune culturelle aussi, ça c'est 13h45 à 13h45, la tribune culturelle donc avec Anne Weber, le souffle de la hyène de Pierre Bottero. Et pour notre débat, nous aurons un petit échange au sujet de la tragédie qui a touché mon âme de Parisien en tout cas. Il s'agit de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et nous serons plusieurs à débattre du projet de reconstruction. Et pour finir, Raphaël Mille aura peut-être prévu de nous parler de jeux vidéo, à sa grande habitude. Surprise. Ah, mince. Jeux vidéo, mais je vous dis pas lequel. Très bien, on garde le suspense. Il est 12h35. LVE Weekend. Ryoma Takeuchi. Et pour ouvrir ce journal, Ryoma. Pour ouvrir ce journal, donc, c'est l'information du jour. Des attentats meurtriers ont touché le Sri Lanka. Des attentats meurtriers ont touché le Sri Lanka et pas n'importe quelle communauté, car il s'agit de la communauté chrétienne qui a été ciblée vraisemblablement par des attentats terroristes à la bombe dans des églises et dans des hôtels.
On rapporte donc 3 églises et 3 hôtels, et notamment le Figaro donnait les chiffres de 156 morts, dont 35 étrangers et plus de 400 blessés. Alors il y a un contexte assez particulier parce que donc, le Sri Lanka n'est pas seulement une petite île dans le sud de l'Asie. Il s'agit aussi d'un pays où se côtoient différentes communautés religieuses. Et donc Raphaël Mille, savez-vous par exemple quelle est la majorité religieuse au Sri Lanka ? C'est pas les musulmans ? Et non. Les bouddhistes. Exactement, ce sont les bouddhistes. Une chance sur 2. C'est donc un contexte un peu particulier puisque en fait le pays sort de toute façon d'un épisode assez sanglant. Un épisode assez sanglant, plusieurs années, même 25 ans de guerre. Et les chrétiens en fait ont souvent un rôle pacificateur dans ce contexte, et pourtant parfois présentés comme opposants au pouvoir. Et donc on se demande si c'est qui pourrait en vouloir à des communautés chrétiennes qui, semble-t-il, ont un rôle d'apaisement au sein d'un pays qui a été durement touché ces dernières années. Midi 38 sur LVE et vous êtes avec Ryoma Takeuchi dans le LVE Weekend et c'est votre grand journal de la mi-journée. Bon dimanche Pascal à tous. Oui, je comble. Pardon. J'ai un petit problème technique de mon côté. Donc je revenais sur les raisons du désastre au Sri Lanka qui donc émeut jusqu'en France. Un certain nombre d'hommes politiques ont déjà pris position pour témoigner de leur solidarité avec les victimes. Notamment, nous revenons donc sur parmi donc les suspects, les groupes qui auraient pu commettre ces attentats, on a, RFI rapporte donc la présence d'un groupe nommé NTJ, qui s'appelle National Tawhid Jamaat. Alors ça, je ne sais pas du tout si l'accent sera le bon. Désolé pour ceux qui se sentiraient lésés par mon accent. En tout cas, c'est donc un mouvement islamiste qui avait déjà commis des actes de vandalisme contre des monuments bouddhistes et qui aurait pu être à l'origine de ces attaques. Sinon, donc, je rectifie une de mes informations précédentes. Ce n'est pas une guerre civile de 25 ans, c'est 35 ans, et c'est donc pour cela que la paix est fragile au Sri Lanka. Les chrétiens représentent 7,6% de la population contre 9,7% de musulmans et 70% de bouddhistes. Je disais tout à l'heure, donc, le pays est à majorité bouddhiste. Ensuite, nous revenons un court instant à Paris pour vous rapporter les nouvelles du front des Gilets jaunes. Un nouveau samedi, donc le numéro 23, s'est passé dans les rues de Paris principalement et a été émaillé d'affrontements et de dégradation du mobilier urbain. Peut-être avez-vous vu sur les réseaux sociaux les vidéos des incendies. Pour un fait qui aura été marquant, c'est l'arrestation du journaliste Gaspard Glantz du média Taranis News. Taranis News est un média qui est connu pour couvrir les manifestations et les mouvements sociaux. C'est donc quelque part son arrestation a été perçue comme en tout cas une attaque vis-à-vis du droit des manifestants. D'une part, on pourrait estimer que Taranis News a été sanctionné pour avoir notamment diffusé les informations personnelles de certains policiers en décembre. Mais d'un autre côté, on pense que Gaspard Glantz aurait été donc arrêté suite à un échange
avec les forces de l'ordre, ou notamment pendant lequel il aurait lancé plusieurs doigts d'honneur, et ce qui aurait provoqué la colère des forces de l'ordre. Bien entendu, du côté des leaders des Gilets jaunes, il y a la volonté de poursuivre la mobilisation, et nous avons pu également entendre Jérôme Rodriguez hier après-midi, qui présentait donc la mentalité, qui présentait les dispositions des militants présents sur le terrain. On croyait peut-être à une accalmie après l'incendie de Notre-Dame, de la cathédrale de Notre-Dame. Certains militants avaient timidement proposé sur les réseaux sociaux d'être plus apaisés, et pourtant, ça n'est pas le cas. Visiblement, le fait que les grandes fortunes de France aient donné des dons pour la reconstruction de la cathédrale aurait conforté les militants dans l'idée que l'argent est là, mais qu'il n'est pas redistribué. Ainsi donc, l'acte 23 des Gilets jaunes a bien entendu été l'occasion de destruction et d'affrontements dans les rues de Paris, et de nombreuses stations de métro ont été fermées pour l'occasion. A priori, l'acte 24 des Gilets jaunes est donc bien entendu programmé pour la semaine prochaine. Nous revenons sur un fait qui date certes de bientôt 10 jours, mais qui n'est pas si ancien, c'est l'arrestation de Julian Assange à l'ambassade d'Équateur. C'est un fait marquant, parce que Julian Assange, en fait, est un personnage qui a tout de même marqué l'actualité internationale pour de nombreuses raisons. Et la première, c'est donc son statut de lanceur d'alerte et son emploi des technologies, de la technologie et d'Internet pour alerter les citoyens de ce qui est considéré comme un risque politique ou une injustice. Mais il s'avère que Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, ne fait pas l'unanimité, et que tout le monde n'est pas particulièrement attristé par son arrestation. Et Raphaël Mille, est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'on reproche à Julian Assange, par exemple, de son palmarès de hacker ? Haute trahison ? Alors, haute trahison, je ne sais pas, mais quel pays pourrait l'accuser de haute trahison ? Les États-Unis. Et de quel côté ? Comment ça, de quel côté ? Parce qu'en fait, il s'avère que Julian Assange aurait participé activement à l'ascension de Donald Trump en étant directement... Ah oui, donc côté démocrate. Oui, exactement, c'est-à-dire que là, on se retrouve face à un cas un peu paradoxal, c'est que Julian Assange, Julian Assange a été arrêté en Équateur par les forces de police de Grande-Bretagne. Pas en Équateur, à l'ambassade d'Équateur. L'ambassade d'Équateur, pardon. Et c'est vrai, il est sur le territoire d'Équateur techniquement, mais bon. Oui, non, mais bon. Voilà, l'ambassade d'Équateur à Londres, bien entendu, par les forces de police britanniques, et il a une demande d'extradition qui pèse sur sa tête en ce moment, qui donc le ferait extrader aux États-Unis. Et donc, ce qui signifie que c'est le pouvoir en place, celui de Donald Trump, qui exige l'extradition d'un personnage qui était en lien officiel avec ses lieutenants. Il y a donc de la part de l'administration américaine, en tout cas, ce qu'on pourrait appeler très simplement un lâchage, et qui fait que Julian Assange n'est plus une personnalité protégée. Il n'empêche que les chefs d'accusation en fait sont les chefs d'accusation contre Julian Assange doivent être discutés, parce que pour le moment en fait il n'a été arrêté il n'est accusé que de piratage informatique. Ce qui fait que on ne lui reproche pas forcément d'avoir divulgué des informations, mais on lui reproche d'avoir d'avoir profité d'une faiblesse informatique pour se les procurer. C'est donc toute la nuance qui fait que on ne sait pas si finalement son arrestation ou son jugement touchera plus l'utilisation du numérique ou plus la liberté des lanceurs d'alerte et des journalistes. Mais il y a une crainte, c'est vrai que Julian Assange, qui est quelque part considéré comme un contributeur de la profession journalistique, ne devienne un exemple qui inquiète les journalistes qui travailleraient donc avec les mêmes méthodes que lui.
Nous repartons donc hors d'Europe pour parler de la contestation au Soudan. Je ne sais pas si c'est une actualité qui a été un peu plus discrète donc au regard des remous européens. Mais il y a bien un mouvement citoyen au Soudan qui met à mal le pouvoir en place. En effet, c'est donc depuis 2 semaines qu'un sit-in géant est organisé devant le QG de l'armée. Alors, déjà tenir 2 semaines, bravo, mais en plus devant un QG d'armée, je trouve qu'il faut avoir un sacré courage pour tenir aussi longtemps. C'est donc un mouvement citoyen. Donc, qui a proposé une transition politique. D'ailleurs, c'est donc une transition politique qui est soutenue par l'Union africaine. L'Union africaine qui est bien entendu une organisation supranationale au niveau africain. L'opposition demande particulièrement pour opérer sa transition la libération des prisonniers politiques et la mise sous contrôle de Omar el-Béchir, du parti d'Omar el-Béchir, qui a une mainmise sur le pouvoir politique. Pour rester en Afrique, nous allons parler du Mali. Nous allons parler du Mali, donc, où la démission d'un Premier ministre fait grand bruit, parce que le gouvernement fait face donc à une crise suite à un massacre des civils. Le Premier ministre a été tenu responsable de cet incident, et c'est pour cela qu'il a été poussé vers la sortie. Incident technique du côté de Ryoma Takeuchi qui n'a plus ses notes. Alors. Dans le reste de l'actualité, Ryoma, il y a également l'Algérie. Alors, l'Algérie... Oui, alors l'Algérie, c'est... Oui, sans transition, pardonnez-moi, j'ai oublié de le dire. Pas de souci. L'Algérie, donc, un pays un peu plus proche, je sais pas, peut-être que les antennes vont m'être favorables. L'Algérie, donc, nous savons que depuis quelques semaines, c'est la transition Bouteflika, ou en tout cas le départ sans gloire d'Abdelaziz Bouteflika, qui s'amorce. C'est donc le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz. Alors évidemment, là aussi l'accent, je sais pas, Raphaël. Bon, d'accord. Faut pas me demander là. Très bien. Le président du Conseil constitutionnel a annoncé sa démission. Pourquoi cette démission pose souci dans le contexte de l'Algérie ? C'est que l'alliance, c'est une alliance au pouvoir en fait qui gère cette transition sous l'autorité du Premier ministre Bedoui. Et de fait, le pays est en proie à de multiples grèves, à des mobilisations spectaculaires comme on en a pu voir, qui font que le pouvoir politique en fait donc n'a pas les coups des franches. La démission donc du président du Conseil constitutionnel vient effriter en fait finalement le groupe de politiciens chevronnés qui permettait de maintenir en tout cas l'ordre, peut-être son semblant. Il y a donc en comparaison, le chef des armées, le général Ahmed Gaïd Salah, par exemple, réaffirme le droit de manifester des citoyens, ce qui fait donc qu'il
Ce qui fait qu'il se place, ce qui fait que certaines personnalités se placent même plutôt du côté des manifestants et des manifestants. Si donc la transition politique en Algérie est un peu incertaine, si les hommes politiques, disons, qui ont une certaine autorité auprès de l'administration se désistent les uns après les autres. Nous revenons aussi sur un événement donc sur la démission du Premier ministre malien. Voilà, les notes sont là, et avec, alors encore une fois, un nom que je ne saurais pas prononcer, c'est donc le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga, en trois mots. Voilà, ce chef de gouvernement donc a démissionné en fait avant que le Parlement ne lui ait opposé une mention de censure. En effet, je disais à nouveau, il est très critiqué notamment après le massacre de 150 Peuls à Ouagassogou. Le massacre donc de cette population civile fait que un certain nombre de représentants politiques, dont les chefs religieux, sont montés au créneau contre le Premier ministre. La présidence malienne va donc devoir nommer un Premier ministre prochainement pour apaiser les critiques de l'opposition. Nous revenons ensuite très brièvement en Europe pour un accident de car qui a eu lieu donc au Portugal, pardon. C'est donc un accident de car qui a provoqué donc plusieurs morts, 29 précisément, et donc l'armée de il semble qu'il s'agissait principalement de voyageurs et notamment de touristes. Ainsi, 12 citoyens allemands blessés dans l'accident de car, par exemple, ont été évacués, ont été rapatriés vers leur pays, par exemple, au bord d'un avion sanitaire. Parmi les victimes donc, de cet accident tragique, on compte 17 femmes, 12 hommes, âgés de 40 à 60 ans. Il y a donc plus de 27 blessés, dont une partie des Allemands dont je vous disais ont été rapatriés. Voici pour le journal. J'allais donner l'heure, mais c'est comme vous voulez. C'est à vous. Donc il est 12h55. Tout de suite, donc, nous commençons. Voilà, pardonnez-moi. Pas de souci. Donc, voici, juste après, donc, pour midi, nous voici avec la croisée des idées. Nous voici à la croisée des idées. Alors, pour l'édito, je vais peut-être prendre la main. Peut-être qu'on avait annoncé dans l'autre sens. Ouais, mais c'est vous qui voyez. C'est juste que j'ai envoyé le premier jingle. Pas de souci, mais donc... Je fais dans l'ordre dans lequel je les ai, je suis bête. Donc à nouveau, je vais faire un édito qui concerne l'Europe de l'Est. Alors, je sais pas, peut-être que nous avons une tendance à nous intéresser aux Balkans ces temps-ci. En tout cas, je trouve que c'est intéressant, donc à la veille des élections européennes, de faire un point régulier sur l'actualité de nos voisins de l'Est qui, de fait, sont quand même intégrés depuis un certain temps, mais dont on n'entend pas toujours parler.
D'ailleurs, je tiens à signaler au passage donc que un peu plus loin d'ailleurs, un peu plus loin vers la Russie, on nous a rapporté un rassemblement. Alors c'est un forum, je ne sais pas si on sait exactement, c'est un forum économique de Yalta. Ouais, c'est ça, forum économique de Yalta. Nicolas Bay en parlait tout à l'heure sur Europe 1 et CNews. Dit-il, c'est un forum économique comme les autres. Un forum économique donc où on sait quand même que voilà une grande tendance nationaliste une grande mouvance nationaliste internationale a été réunie, et notamment notre notre représentante visiblement notre représentante française à ce forum était Marion Maréchal. Ce qui fait que il y a quand même en Europe de l'Est une tendance à aller plutôt vers la Russie, et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant de voir finalement comment les choses se passent entre les deux, c'est-à-dire entre la Russie et l'Allemagne, grosso modo, hein, puisque c'est un petit peu les blocs. Ce sont un peu les blocs qui sont découpés, disons, voilà, qui sont découpés grossièrement, mais on va dire que l'influence russe, voilà, est un peu bloquée à l'Allemagne. Il s'avère que les choses, en tout cas dans les Balkans, sont pas forcément jouées d'avance. On part grosso modo de la Grèce en fait jusqu'à la frontière jusqu'à la Bulgarie en fait, donc jusqu'aux portes de la Turquie. Voilà. Alors pourquoi donc voilà le forum économique à Yalta est particulier, c'est que Yalta donc c'est quand même un territoire qui a été qui est passé très récemment aux mains de la Russie. Donc une annexion. Et il y a un symbole fort finalement à se rassembler à Yalta, où c'est aussi joué la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça. Et où Potsdam, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et c'est donc finalement là que ce qu'on appelle, certains journaux titrent le soft power russe finalement, qui se joue à nouveau. Alors cette fois-ci, ce n'est pas Staline, mais c'est Vladimir Poutine, le fameux, qui est un peu qui est un peu le grand-père, le père, pardon, le nouveau père des peuples, je sais pas, on sait pas trop. En tout cas, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères russe sur ce forum a fait une petite saillie dont je ne résiste pas finalement à l'envie de vous partager. Début de la citation: nous invitons tout le monde, pas seulement les partis d'extrême droite. Eux viennent, les autres n'ont pas le droit. Elle est bien trouvée celle-là. Je crois que c'est toute la subtilité du langage diplomatique. Pas piquer des hannetons comme on dit. Voilà. Et c'est bien ça en fait l'enjeu dans les Balkans en fait, c'est de voir finalement où se trouve l'équilibre entre cette tendance nationaliste qui les touche également et on va dire leur contre-pouvoir, on va dire ça comme ça, ou en tout cas leur garde-fou. Et c'est donc, bien entendu, alors je recommande chaleureusement les revues de presse du Courrier des Balkans, pour ceux qui, voilà, il y a un média qui fait bien le travail. Mais je vais vous parler, donc moi, plutôt pays par pays, en fait, je vais vous parler en tout cas des cas les plus emblématiques. Notamment, on commence avec la Grèce. Alors, je ne sais pas si vous voyez... je pense qu'on a tous plus ou moins entendu parler de Syriza. Est-ce qu'on a... Parti d'Alexis Tsipras au pouvoir depuis quelques années maintenant. Exactement. Et il fait face à la montée la montée certes modeste, hein, mais quand même dangereuse d'un parti qui s'appelle l'Aube dorée. Est-ce que ça, pour le coup, vous connaissez ? C'est le parti néo-nazi grec, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est autant dire que c'est pas non plus très très réjouissant, disons, à
à savoir, mais en tout cas, il y a de ce côté, du côté nationaliste, en tout cas, c'est ce parti qui a l'air de tenir un petit peu de vote contestataire vis-à-vis d'un parti qui est tenu pour avoir échoué un petit peu en fait à sortir de l'austérité, la Grèce. Cependant, il faut relativiser. En tout cas, j'ai pas les chiffres là sous les yeux malheureusement, mais la montée de l'aube dorée est relative. En Slovénie notamment, on part aussi en Slovénie pour s'intéresser à un pays qui est spectaculairement touché par l'abstentionnisme. Alors, grosse énigme, on ne sait pas pourquoi. Le taux de participation aux élections en Slovénie, par exemple, serait autour de 25%. Et c'est à peu près donc les mêmes chiffres qui sont attendus pour les élections européennes. On a un contexte un peu particulier parce que en Slovénie, c'est donc Marian Sarek, c'est un candidat qui est une personnalité avant tout en fait, qui est d'abord un acteur et qui est devenu homme politique par la suite, qui va être finalement challengé par la droite globale, en fait, par le camp conservateur, sans forcément avoir une montée nationaliste à contenir, disons. Ensuite, plus inquiétant, du côté de la Serbie, on a bien entendu le rapport de Reporters sans frontières qui nous explique, qui nous rapporte donc que la liberté de la presse s'est considérablement dégradée. Et pourtant, à Belgrade, le 13 avril, s'est tenue une manifestation d'à peu près 55 000 personnes qui s'élevait donc contre le pouvoir du président Alexander Vučić. Je ne sais pas exactement. Alors, c'est... bref. Encore une fois, je dois encore travailler la prononciation des prénoms slaves. Mais donc on sent qu'il y a du côté même des Balkans donc des remous politiques qui font que l'élection européenne n'est pas jouée d'avance. Merci Rima Takeuchi pour votre édito. La suite à la croisée des idées à 13h03 sur LVE. Et c'est Merci la police. La suite de la croisée des idées. Je vous propose, parce que je pense qu'il ne vous a pas échappé que la semaine politique a été marquée par une trêve dans la campagne qui a duré 48 heures d'après Nicolas Bay tout à l'heure sur Europe 1 et CNews. Bon, il y a quand même eu une trêve. On espère. Donc quand on n'a rien à se mettre sous la dent ici, il faut aller chercher ailleurs. Oui, je sais, c'est de mauvais goût. Mais voyez-vous, Elizabeth Warren qui est sénatrice, si je dis pas, elle est sénatrice. Il me semble, oui. Ouais, c'est ça. Sénatrice des États-Unis, donc, a envoyé un scud cette semaine, magnifique, en fin de semaine d'ailleurs, puisqu'elle propose de voter la destitution du président des États-Unis, en l'occurrence, je ne vous apprends rien, Donald Trump. Alors, quel courage! Vous me direz, oui, effectivement, courageuse, mais elle n'est pas la première à le dire. Et ça a peu de chances d'aboutir. Soyons honnêtes, soyons sérieux. Pour plusieurs raisons. Premièrement, bien que la procédure d'impeachment qui est particulière aux États-Unis, qui est particulière dans les pays anglo-saxons, puisque c'est un héritage direct de la loi anglaise, puisque le principe d'impeachment existe d'abord au Royaume-Uni. Mais donc, la procédure d'impeachment qui mène au procès en destitution se fait à la Chambre des représentants. Là, les démocrates sont majoritaires, c'est vrai. Mais le procès en destitution se fait, lui, devant le Sénat. Et le Sénat est non seulement majoritairement républicain, mais vraiment majoritairement républicain. Je dis pas ça seulement pour faire rire, je dis ça parce que au cours des dernières élections que nous avons eu le plaisir de couvrir en novembre dernier, n'est-ce pas ? Eh oui, eh bien la majorité républicaine au Sénat s'est
agrandie. Donc, dès lors qu'on se retrouve dans cette situation-là, pour qu'une destitution du président des États-Unis puisse se faire, il faut qu'il y ait de nouveau des négociations à l'américaine. Vous savez, ces grands accords bipartisans qui avaient amené déjà 2 présidents à faire face à une procédure d'impeachment. En l'occurrence, qui est qui ? Quels présidents ont eu à faire face à une procédure d'impeachment ? Là, pour le coup, c'est une colle. Nixon et Clinton. D'accord. Et même mieux, puisque Clinton, non seulement il a eu à faire face à une procédure d'impeachment, mais il s'est retrouvé en procès en destitution, il a gagné son procès. Je sais plus s'il y a eu le procès en destitution, de toute façon, j'étais pas né. Mais bref, 2 présidents se sont déjà retrouvés dans cette situation, et aucun n'a été destitué. Donc si Donald Trump est destitué, c'est pas compliqué, ce serait le premier à l'être. Mais donc il faudrait des négociations entre les démocrates et les républicains, et puis même, soyons honnêtes, il faudrait des négociations entre les démocrates eux-mêmes, les démocrates ne sont pas nécessairement partisans tous d'une destitution de Donald Trump, puisque vous le savez, en tout cas la loi le prévoit, celui qui prend la suite du président des États-Unis, s'il est empêché par quelque moyen que ce soit, à savoir la maladie, la destitution, la démission ou un truc un peu plus embêtant, la mort, ça peut être un peu plus définitif en général. Oui. Donc c'était le cas bien sûr de John Kennedy, ça a été le cas de quelques autres, j'ai plus tous les noms en tête de ceux qui sont morts en cours de mandat. Roosevelt aussi est mort en cours de mandat, et à chaque fois c'est le vice-président qui prend la suite après avoir reçu l'aval du Congrès. Ça arrive toujours, hein. Le Congrès n'a pas normalement à s'y opposer, sauf bonne raison. C'est-à-dire la santé ou de le destituer en même temps, ce qui est possible. Mais donc c'est Mike Pence qui prendrait la suite, et on sait très bien que les démocrates ne sont pas de grands adeptes de Mike Pence. Il est dans la ligne droite de Donald Trump finalement. Oui, et puis il réfléchit un peu plus à ce qu'il dit. Mike Pence, président des États-Unis, les démocrates n'en ont pas réellement envie. Tout ça fait que les démocrates eux-mêmes devraient négocier entre eux pour pouvoir mettre en place une telle procédure. Nancy Pelosi, qui est la speaker de la Chambre des représentants et donc tête de, chef de file des sénateurs, des démocrates, ne souhaite pas nécessairement non plus une destitution du président des États-Unis. Alors, Elizabeth Warren se fait ça bien sûr dans le cadre de sa campagne, puisqu'elle est candidate aux prochaines élections présidentielles et donc aux prochaines élections primaires au sein du Parti démocrate. Elle est en campagne et se fonde son raisonnement sur le rapport Mueller. Donc vous savez, c'est l'affaire de collusion peut-être entre la Russie et les États-Unis. Pour elle, ça montre qu'il y a bel et bien eu une présence d'un gouvernement étranger et hostile dans les élections, et donc ça fait la haute trahison, puisque ça c'est une des quelques raisons pour pouvoir voter l'impeachment. Bon, mais ça reste de la campagne présidentielle, ça reste de la campagne pour les primaires, et ça ne pourrait pas jouer en la faveur d'Elizabeth Warren, qui serait quand même, si elle venait à être candidate du Parti démocrate aux prochaines élections, et si elle venait à être élue, ce serait la première femme présidente, et ce serait la première personne issue des communautés dites en anglais Native Americans. Oh. Donc elle descend des Amérindiens, on va dire des ça. Amérindiens, des peuples précolombiens. Pardonnez-moi, j'aime pas le terme d'Amérindiens, ce ne sont pas des Indiens. D'accord, oui, c'est vrai. Donc, ça pourrait ne pas lui réussir, surtout que Donald Trump garde son électorat, sa base électorale est forte, et il serait sans doute réélu aujourd'hui si la participation était la même qu'en 2016. Et par ailleurs, bon, là, ça dépasse un peu Elizabeth Warren, c'est pour les démocrates, puisqu'ils pensent qu'ils pourront revenir au pouvoir en 2020, qu'ils réussiront à battre Donald Trump. Quoi qu'il arrive, l'important
dans une telle campagne, ce n'est pas d'être le plus anti-Trump. L'important, c'est de se renouveler sur le plan des idées. C'est, au fond, de bâtir un vrai projet politique pour les États-Unis pour les 4 années à venir. Merci beaucoup, Raphaël Mille. Espérons peut-être que ce raisonnement puisse s'appliquer aussi à notre chère France. Hein. N'est-ce pas ? Il est à présent 13h11. Bon dimanche Pascal à tous. 12h30, 14h. LVE Weekend. Ryoma Takeuchi. Dans quelques minutes, nous allons commencer notre débat, la question de la semaine. Mais tout de suite, un bref retour sur l'actualité. Au Pérou. Si. Oui. Au Pérou, un suicide malheureux. C'est donc l'ex-président Alan Garcia. Voilà, c'est ça. J'arrive à mettre l'accent sur le i. Enfin. Faut faire la diérèse. Mais on est trop habitué au sergent Garcia, vous voyez, avec cet accent bien franco-français des séries doublées. Pero se dice Garcia. Oui. Il y a toujours eu un accent sur le i. En effet. Donc nous revenons sur le remous politique lié au suicide de ce président qui a été enterré il y a peu. Et d'ailleurs, je tiens à signaler, il y a une petite... il y a une information qui m'a un petit peu choqué. Alors, je ne sais pas pour vous, mais il semble que la fille de Alan Garcia, pendant la cérémonie d'enterrement, a lu la lettre, ou en tout cas la dernière lettre de son père avant qu'il ne se suicide. Je ne sais pas si ce sont des choses qui se font en cérémonie, mais ça, voilà, j'ai trouvé que la présentation était un petit peu, enfin la manière de faire était assez étonnante. Dans le reste de l'actualité de la journée, Ryoma, il y a également cet attentat au Sri Lanka. Oui, au Sri Lanka, un attentat a meurtri la communauté chrétienne, une petite minorité une petite minorité dans un pays à majorité bouddhiste. Les bouddhistes représentent 70% de la population. On nous rapporte que 3 hôtels et 3 églises avaient été ciblés par des attentats à la bombe pendant Pâques, c'est-à-dire qu'il s'agissait sans doute d'un attentat prémédité. Parmi les groupes soupçonnés d'avoir mené ces attentats, il y a alors un parti dont je ne vais pas réussir encore une fois à prononcer le nom, mais bon, enfin un groupe islamiste qui serait à l'origine de ces attentats. On n'en a pas forcément de preuves. En tout cas, dans ce pays, la communauté chrétienne est considérée comme une force d'apaisement, et c'est sans doute aussi au Sri Lanka un étonnement que cette communauté soit ciblée. Un coup d'œil à l'espace, Ryoma, puisque Clément Le Fur nous a rejoint et que... Bonjour Clément. Trou noir. Bonjour. Oui, effectivement, on va parler un peu trou noir aujourd'hui avec les événements d'il y a 2 semaines. Vivons cachés, préconisait Lucrèce dans le De Natura Rerum. Cette philosophie de vie épicurienne semblait correspondre à merveille à nos mastodontes massifs et mystérieux, les corps qui peuplent notamment le cœur des galaxies. Je parle bien évidemment des trous noirs. Mais voilà, que le 10 avril 2019, la communauté scientifique internationale arrachait, dans un sursaut de laïcisme peut-être, son voile de pudeur au fruit de tant de fantasmes. L'imagination était morte,
voilà venu le temps de l'image. Les plus irréductibles d'entre les auditeurs, à la recherche de réponses sans doute, de se questionner comment donc peut-on prendre l'image d'un objet dont, par définition, la lumière ne peut s'échapper. Le questionnement est légitime et m'amène à préciser mes propos. L'image est celle de la matière entourant le dit trou noir et qui permet par contraste de visualiser ce dernier. La matière proche tombant vers le trou noir, elle se trouve être extrêmement chaude et va rayonner de ce fait, comme le fait le soleil ou une barre de métal chauffée à blanc. L'image donc. Le flou certain de la représentation de M87, niché à quelques 50 millions d'années-lumière de notre Terre, ne saurait dénoter toutes les implications de ce cliché pour la science. Le cliché, parlons-en. Car voilà que ces travaux confirment en effet les simulations numériques faites de trous noirs depuis 1979 et magnifiées plus récemment dans le film Interstellar. Une fois encore, un siècle après, Einstein avait raison, puisque ces images sont en accord avec les équations de la relativité générale. L'obtention d'une telle image n'a pas été un travail de tout repos, puisqu'elle a nécessité les données de pas moins de 8 télescopes répartis de par le monde et un peu plus d'1 an d'exploitation pour dénicher parmi les disques durs de données celles permettant de reconstruire l'image désirée. Ces travaux sont notamment ceux de la scientifique américaine du MIT, Kathy Bowman, dont la photo à la réussite de la première simulation a fait le tour des presses internationales. Créditée comme étant l'une des pierres angulaires de cette réussite, d'aucuns n'ont pas manqué de remettre en cause la paternité, ou devrais-je dire la maternité, du succès en minorant son impact sur le travail commun et en évoquant un travail généralement commun. Aux tristes esprits de notre temps, vous souhaitez l'entendre dire, Kathy Bowman n'est pas une génie, mais peu le sont au XXIe siècle, car aux caves sinistres des chercheurs du XIXe sont substitués les laboratoires ouverts de notre temps. L'image est en effet le fruit de la collaboration de plus de 200 personnes, car nécessitait la coordination de 8 télescopes. Et si Kathy Bowman n'est pas la Max Planck ou la Clerk Maxwell de notre temps, elle est à l'image des scientifiques de l'époque, et en ce sens mérite tous les honneurs à l'orée d'une carrière scientifique qui s'annonce brillante. Qu'elle soit inspirante pour les filles que l'on sait trop rares dans la recherche scientifique en dehors de la biologie. Aux cohortes infernales s'employant à salir son nom sur les réseaux sociaux, un mot. Que votre vie s'achève brusquement, spaghettifiée par un trou noir. Merci beaucoup Clément Le Fur. C'était savoureux pour finir sur cette note-là. Et tout de suite, nous passons la parole à nouveau à Raphaël Mille pour un petit plan météo. Oui, alors pour cet après-midi, d'abord un beau dimanche pascal en perspective pour tous ceux qui sont dans la moitié nord, parce que dans le reste, dans la moitié sud, ce sera cracra, dégueu, mouillé. Et plutôt frais, on va monter jusqu'à 26 degrés en région parisienne cet après-midi, mais pas plus de 21 degrés, ce sera en Corse au meilleur de la journée, et sinon ça ne devrait pas dépasser les 20 degrés dans la moitié sud. Et attention, risque d'orage cet après-midi, en fin d'après-midi, en Pays de la Loire. Un mot de la tendance de la semaine à venir. Demain ce sera encore plutôt beau et chaud, surtout au nord, où les températures devraient monter jusqu'à, au meilleur de la journée, on devrait monter jusqu'à 26 degrés en Ile-de-France, en région parisienne en tout cas, et ça va commencer à se lever dans le sud, mais avec des températures qui ne dépasseront pas les 21 degrés en Corse, mais fin de journée plutôt cracra et le retour de la pluie. Et cette pluie devrait nous poursuivre à peu près toute la semaine. Ce sont les prévisions, j'ai oublié de vous dire, de Météo France, puisque mardi, à peu près tous les littoraux devraient se retrouver sous la pluie, et ça prendra petit à petit les 2 tiers sud et ouest de la France.
Et à partir de mercredi aussi, ce sera tout aussi dégueulasse, avec de la pluie partout et des maximales qui n'atteindront pas les 20 degrés. Jeudi, ce sera encore pire, puisque jeudi, vous pouvez compter de la pluie partout en France, avec encore une fois des maximales qui ne dépasseront pas les 20 degrés, sauf 22 degrés à Strasbourg. L'indice de confiance que donne Météo France est faible, à 3. Enfin, il est moyen à 3. Donc, et puis après, pour le week-end qui suit, ce sera pareil. Vendredi, toujours autant de pluie et des maximales en baisse à nouveau. Et samedi prochain, c'est toujours pas des bonnes nouvelles. Il va encore pleuvoir, avec un indice de confiance de Météo France qui est à 2. Mais le soleil devrait commencer à revenir par les côtes de la Méditerranée. Et puis pour dimanche, ce sera à peu près la même journée que samedi, avec des maximales en dessous de 20 degrés encore. Et bien maintenant, on est parti non pas pour France Bleu, mais pour France Gris. Eh bien, je vous en prie, Monsieur Takeuchi. On passe à la question de la semaine. Exactement, vous l'attendez donc, ce grand moment de débat, grand moment de débat, la question de la semaine. 13h22. 13h22, exactement. Bonjour et bienvenue, donc nous sommes 3 autour de ce plateau en tout cas, mais 2 à débattre. Oui. Nous sommes donc moi-même Ryoma Takeuchi, voilà, Enchanté. Je parle de moi à la 3e personne, ça fait du bien. Et puis j'ai en face de moi Clément Le Fur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui nous avons choisi notre sujet, alors bon, non, je ne sais pas si vous êtes parisien de naissance, mais... Absolument pas. Ah mince, bon, mais en tout cas, donc je suis le seul de... Non, moi aussi. Je suis né à Paris. mais oui, je me rappelle. Et donc, eh bien voilà, en tant en ayant en tout cas passé le plus clair de mon enfance en bon parisien des villes, en bon citadin de Paris, on va dire ça comme ça. Il y a le parisien des villes et le parisien des champs, c'est ça ? Il y a un peu de ça quand même. Celui des champs habite à Fontainebleau, j'en sais quelque chose. J'ai été bouleversé par l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il y a quand même un souci qui se pose, c'est qu'est-ce qui va advenir de ce bâtiment ? Et on va discuter un petit peu des annonces qui ont été faites, notamment sur la reconstruction. Alors, ou pas, bien entendu, parce qu'il y a tout un contexte. Je ne sais pas si ça semble, mais en tout cas, on va pouvoir échanger un peu sur ce qui a été présenté, proposé, pour que cette tragédie n'ait été qu'une parenthèse dans l'histoire de France. Donc Clément Le Fur, je vous donne la parole. Est-ce que vous avez pu vous rendre sur place pour apporter votre soutien, ne serait-ce qu'aux pompiers, ou peut-être donner une information sur les réseaux sociaux qui puisse permettre aux gens du monde entier de s'émouvoir ensemble, je ne sais pas. Écoutez, je n'ai pas participé à une sorte de moéré de pathos international. Non, en effet, j'étais présent donc au moment même où les premières volutes de fumée commençaient à s'échapper du toit de Notre-Dame. Vous habitez dans le quartier ? J'habite en effet juste à côté de la place Saint-Michel, donc on a le matin une vue assez prenante sur Notre-Dame. Voisin. C'est un nouveau jingle, ça. Si vous voulez, on peut essayer. Ouais. Et donc, mais j'avais en effet rendez-vous avec un ami à ce moment-là. Mais en rentrant vers il devait être 22h30, 23h, il y avait un amassement d'individus au niveau de Saint-Michel. Il y avait notamment une messe qui était célébrée et plus généralement des chants qui étaient entonnés avec... bizarrement, ce qui semblait être tant les catholiques du quartier que des athées ou des agnostiques, enfin des gens non... c'est pas des choses qui se voient a priori, de toute façon. Oui, non, mais qui ne manifestaient pas d'appartenance, ni de croix au cou, ni de chapelet à la main. Il n'y a pas forcément besoin de... c'est oui. de signes religieux, disons, pour apprécier ce monument, en tout cas qui fait un peu la vie parisienne. Voilà, parce mais qui semblaient eux aussi, qui commençaient eux aussi à entonner
les chants que nourrissaient les chœurs. Et voilà, donc on pensait, moi j'étais pas trop au courant de ce qui se passait, je pensais que l'incendie était fini, mais il semblait qu'il y a eu des chœurs, des reprises du feu ensuite dans la nuit. Donc voilà, une certaine émotion en effet. Donc des destructions de la cathédrale, on sait en tout cas, bon, c'est la partie supérieure, c'est les charpentes, le toit, c'est... ce sont des parties auxquelles finalement les gens ont peu accès, qui ont été incendiées. Oui. Allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour, j'ai à l'antenne Arnaud Dica. Bonjour Arnaud. Bonjour Riomar. Bonjour, alors vous êtes dans un pays qui, visiblement n'a pas tout à fait la même chrétienté que nous. Visiblement, ça date d'un peu longtemps, on va dire. Hein. Est-ce que la perfide Albion est sensible à notre tragédie ? Étonnamment, on est très sensible ici. Enfin, en tout cas, les journaux sont très sensibles. D'accord. Donc il y a, on va dire. Mais je pense pas que c'est une affaire de chrétienté. D'accord, non, mais c'était une petite boutade, c'est-à-dire que d'une certaine manière, bon, voilà, on a l'impression que le Royaume-Uni est un petit peu à la marge de l'Europe après le Brexit, et pourtant, ça fait quand même plaisir de voir que les gens se fassent un peu de soucis pour notre monument, on va dire. C'est tout de même un symbole du tourisme parisien. Je pense que voilà, même dans des pays, en tout cas de culture chrétienne assez ancienne, je pense que c'est une référence tout de même. Judéo-chrétienne de culture grecque et latine, c'est ça ? Oui, non, pas forcément, mais en tout cas voilà, dans des pays où cette religion-là est bien implantée, hein, voilà. Alors je veux pas dire, mais le violoniste c'est censé être Arnaud, c'est pas vous. Bon, donc Arnaud, est-ce que l'on sent un timide vent de solidarité ? Est-ce que par exemple ça donnerait envie aux Anglais de rester dans l'Union européenne ? Non. Pas tous en tout cas. Oui, bon, ça c'est bon, on s'en doutait. Disons que ceux qui en avaient envie en ont toujours envie, et ceux qui en ont pas envie en ont encore moins envie. Ah bah voilà, c'est bon. D'accord, bon, et alors est-ce qu'il y a par exemple des images spectaculaires qui auraient été retransmises à l'étranger qu'on n'aurait pas vues ici en France ? Non, c'est exactement les mêmes images qui circulent un peu partout. On est un peu moins au fait sur les analyses post-incendie. Ah. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'encre, qui a coulé pendant et immédiatement après, et beaucoup d'images qui ont circulé. Mais après ça, l'engouement s'est éteint, on va dire. D'accord. Est-ce qu'il y a par exemple un mouvement de solidarité dans le sens où des personnes auraient fait des dons à la Fondation du Patrimoine ? Absolument aucune personne, à part des personnes très riches évidemment, personne n'a fait de dons à la Fondation du Patrimoine. Parce qu'on sait que c'est un petit peu, voilà, ça a fait grincer des dents. On voit que des grandes fortunes françaises ont donné des sommes conséquentes. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que même du côté japonais, par exemple, ça a beaucoup ému. L'information est passée assez largement. J'ai modestement contribué à la diffusion de ce genre d'informations, en tout cas en langue japonaise, mais je sens malgré tout quand même une envie de participer un peu à la reconstruction. Je vous ai vu sur Twitter. Repéré. Oui, bon, ça va, pour une fois que je dépasse le millier de retweets, ça pouvait se remarquer quand même. Mais bon, enfin... voilà, donc on en est arrivé quand même à un point un peu particulier. Alors évidemment on passe les délires complotistes. Est-ce que en Angleterre on pense que ça pourrait être un ouvrier ou tout simplement un terroriste qui aurait mis le feu à la cathédrale ? Pas dans les journaux. D'accord. Professionnalisme évidemment, mais encore heureux. Ce n'est pas à exclure des discussions de bar. Ah, et puis je pense que c'est quand même pas à exclure des fameux tabloïds britanniques d'extrême droite qui se font souvent l'écho de ce genre de rumeurs, non ? Oui, que j'ai le plaisir de ne pas suivre pour ma santé mentale personnelle, évidemment. Bon, on pourra pas vous le reprocher, c'est pas grave. La question a finalement été un peu superflue.
Donc oui, est-ce que sinon quand même là pour le coup c'est plutôt pour vous personnellement, est-ce que vous avez entendu parler des projets de reconstruction de Notre-Dame? J'ai entendu passer une annonce du cher président qui n'est plus vraiment le mien, qui disait qu'il voulait faire reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Alors oui, C'est déjà plus votre président. Ah bah dites donc. voilà. Et je me suis demandé si il avait un jour l'intention de consulter des experts sur le sujet, parce que ça me semblait assez irréaliste, enfin assez surréaliste. Surtout compte tenu d'un avis auquel j'accorde relativement un crédit relativement important, qui expliquait en gros les nombreux problèmes qu'ont les nombreux problèmes qu'ont les sites historiques en France, notamment à cause du fait que les rénovations sont pas faites de manière particulièrement optimale. C'est-à-dire qu'il y a il y a un manque de fonds en fait pour la culture et le patrimoine. Et du coup, je suis mitigé. D'accord, mais donc par exemple, alors je sais pas, on va aller à la louche par exemple, je sais pas moi, Clément Le Fur, pour vous, il faudrait combien d'années pour refaire Notre-Dame de manière raisonnable? Allô? En fait, il y a une question qu'on n'a pas encore posée là, parce qu'il y a deux hypothèses finalement. C'est est-ce qu'on Allô? reconstruit? Ouais Arnaud, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez? Allô? Non, le son se coupe. D'accord. Bon, on va voir si ça revient petit à petit, en attendant Clément peut-être. Je disais, Oui. il y a deux grandes possibilités s'agissant de la reconstruction de la charpente. Il y a est-ce que on la reconstruit comme telle? Est-ce qu'on essaye de refaire une forêt? C'est-à-dire que c'est l'hypothèse qui va nécessiter le plus de temps, parce que bien sûr c'est tout d'abord un savoir-faire qui date de 800 ans, donc qui va être dont on va avoir besoin de retrouver les gestes. Ça va nécessiter des artisans particulièrement qualifiés, donc tout ça va nécessiter plus de temps. L'autre hypothèse, c'est de faire une charpente mixte de fer et d'acier, et à ce moment-là ce serait bien sûr beaucoup plus rapide. Et après, je pense que la durée de 5 ans est totalement irréalisable, sachant qu'il faut, pour l'instant, il y a tout le travail du patrimoine qui va s'imposer. Il va falloir poser un système pour couvrir en attendant la cathédrale, pour pouvoir faire les travaux en dessous. Enfin, Justement, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a deux choses aussi qui sont un peu marquantes, c'est la flèche, la fameuse flèche que oui. tout le monde a vu tomber dans le vide. C'était un moment particulièrement glaçant. Bon bref, je veux pas revenir là-dessus, je vais faire une crise d'hystérie. Il y avait aussi le toit, il y a donc une voûte, il y a la voûte de la cathédrale aussi. La voûte et le toit, c'est pas la même chose. Oui, hein. bien sûr, pardon, je parle de le toit. la partie inférieure. Alors, Le toit ou la voûte? sur la partie inférieure, hein, on est d'accord, la partie où d'habitude tous les touristes sont déjà allés une fois dans leur vie. Il y a l'endroit où la charpente est tombée, la voûte s'est effondrée, la voûte en pierre, hein, on est d'accord. Oui, il y a deux endroits où elle s'est effondrée. Par endroit. Voilà. Il y a deux points où elle s'est effondrée, sous la flèche, Voilà. et quelques mètres plus en avant. Oui, mais Voilà. grosso modo, ça représente moins. Enfin, c'est négligeable devant. Voilà, c'était la question que je voulais poser, c'est-à-dire qu'il y a cette partie donc de la charpente et de la forêt que tout le monde a vu réduite en cendres, et il y a donc au-dessus la flèche, et en dessous cette partie-là, Cette voûte, ouais. voilà, cette voûte. Et donc cette voûte-là, donc a priori vous me dites, à mon avis, elle est plus ancienne. Peut-être qu'elle, pour le coup, la technique qui permettrait de la reconstruire est toujours disponible. Bah, je suis pas spécialiste. Je pense que Si je puis me permettre, elle est très bien connue cette technique, oui, la voûte, puisque c'est commun à toutes les cathédrales, même à toutes les églises et cathédrales, oui. tous les monuments religieux gothiques sont construits avec ce système de les croisées d'ogives c'est ça. sont en effet quelque chose d'assez général. Et non, la technicité elle réside dans la charpente, puisque la forêt a été construite sans clous. Et donc il s'agit d'un encastrement. Un embrèvement.
Non, bref. Donc, de poutres, chaque poutre étant taillée dans un unique tronc. Donc, c'était un travail véritablement d'orfèvre qui a nécessité de nombreuses années, mais qui en renécessitera si on souhaite la reconstruire ainsi. Et donc la flèche aussi. Alors la flèche Je pense aussi. que la voûte, oui, vraiment, c'est négligeable. La voûte, ça prendra très peu de temps. Donc après, bon, ça c'est une information que j'ai trouvée vite fait, mais bon, pour voilà, avoir à disposition en tout cas le bois, les quantités de bois nécessaires, ça me prend au moins 36 mois. Voilà. C'est-à-dire 3 ans. Voilà, 3 ans minimum pour avoir ne serait-ce que la matière première à disposition en quantité suffisante. Et voilà. Donc, bon, là-dessus, bon, c'est vrai que j'ai pas non plus le reste d'informations, mais pour ce qui est de la technique du bois, les compagnons du devoir et les compagnons du Tour de France, les deux, hein, en tout cas les compagnons en général, disposent en tout cas des connaissances nécessaires pour la refaire. Est-ce que vous avez entendu parler d'ailleurs quelque chose d'assez insolite Si je puis me permettre un mot sur la reconstruction tout de même, Oui. Il me semble qu'en réalité ça pose un débat qui est quasiment philosophique, voire carrément. J'entendais ça à nouveau ce matin dans différents médias, mais en réalité ça pose ce débat de la querelle des anciens et des modernes, s'il faut utiliser des grands mots. Oui, non mais voilà, c'est juste pour le plaisir d'utiliser des grands mots, je vous rassure, j'arrête tout de suite. Mais sérieusement, la question qui se pose derrière, c'est au fond, quand le président de la République dit « Nous reconstruirons Notre-Dame en 5 ans, d'ici 5 ans », ça veut dire potentiellement qu'on utilisera autre chose. Si effectivement on met 3 ans, à trouver le bois nécessaire et à construire avoir le bois qu'il nous faut, effectivement on se retrouve dans une situation compliquée où on aura à utiliser, à monter ce bois en 2 ans pour tenir les délais. Est-ce que c'est faisable ? Je ne sais pas, c'est pas mon métier. En revanche, on sait qu'on peut avoir accès à d'autres matériaux tout de suite. Dès lors, est-ce que on veut faire de Notre-Dame un monument gothique qui reste un monument gothique avec des éléments, des matériaux tels qu'on les trouvait il y a 8-9 siècles ? Ou est-ce qu'on construit un monument, j'ai envie de dire, au-delà des temps, au-delà de l'époque, qui correspond plus à son endroit, au fond, au lieu de l'attacher à un temps, on le sort du temps et il n'a plus d'attache que géographique. Alors, justement, c'est pour ça que j'arrivais sur l'insolite, c'est qu'on a parlé d'un concours d'architectes pour pouvoir... Oui, mais c'est obligatoire. Hein. Justement. Mais il y a certains architectes qui ont décidé de sortir du lot avant le reste. Et donc, on a trouvé sur les réseaux sociaux quelques propositions, voilà, quelques images virtuelles de ce à quoi pourrait ressembler la cathédrale, refaite avec des matériaux modernes. Je vous laisse réagir au micro, Clément Le Fur. Écoutez, je pense que un assemblage de verre et de métal ne saurait substituer l'ancienne flèche. Ça me semble assez tranché avec le reste de l'édifice. Merci pour toute cette modération. Non, mais je veux dire, écoute, la pyramide du Louvre a su d'une certaine manière s'incruster dans le paysage général. Je ne suis pas sûr qu'une telle flèche saurait le faire sur le toit de Notre-Dame. On a eu quand même une autre proposition intéressante, c'est d'en faire un dôme, c'est-à-dire un petit peu comme le Grand Palais. Ah oui. Mais il me semble que l'une des idées évoquées notamment était d'enlever la voûte totalement. D'accord. Et de la remplacer par un plafond de verre. Au fond, j'ai envie de dire, ce que Ryoma nous a montré, et ce serait peut-être bien de le mettre dans la description de ce replay pour que tout le monde puisse retrouver cette référence.
ce sera difficile à décrire. Mais c'est une flèche que vous nous montrez qui se lance encore plus haut. Alors déjà, et qui risque d'être encore plus lourde. Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a... imaginez en fait la cathédrale de Notre-Dame changée en palais de la Reine des Neiges. Voilà, il y a des lignes très directes, des pointes acérées. Il y a une couleur pâle et une couleur pâle qui va d'un dégradé... Enfin, pardon, vous avez des couleurs d'un bleu qui va d'un dégradé de la toiture d'origine jusqu'à un pâle de glace. Et vous avez... Bon, vous voyez ce petit air de science-fiction qu'on aimerait retrouver peut-être chez Damasio, mais peut-être pas dans un monument touristique du vieux Paris. Je ne sais pas si la description a été suffisante, mais voilà, en tout cas, la photo sera disponible. Puis il y a une question qu'il faut se poser, c'est comment est faite la toiture, comment on fait la charpente, est-ce qu'on fait une nouvelle charpente dans ce genre de... Le problème que pose la photo que vous nous avez montrée, Ryoma, c'est quand même qu'on n'a que l'extérieur. Il nous manque un peu l'intérieur. Non mais ça peut paraître bête dit comme ça, mais mine de rien, qu'est-ce que ça donnerait à l'intérieur ? Est-ce que au fond c'est juste à l'extérieur ça ressemblerait à ça, mais l'intérieur est toujours le même ? Bon, il y a un truc, c'est que ça peut faire contraste aussi. Il faut que ça corresponde au monument. C'est tout un tas de choses qu'il faut étudier quand on reconstruit un monument, parce que là c'est plus que rénover, c'est reconstruire. Ouais. Mais est-ce que le monument sera accessible au public pendant la reconstruction ? Et c'est pour ça que je viens avec une autre image. Cette fois-ci, ce n'est pas une photo, c'est une illustration. Enfin, c'est une illustration, c'est un dessin par un dessinateur, alors dont j'ai oublié le nom, mais cette fois-ci donc qui nous montre finalement ce que serait la cathédrale de Notre-Dame refaite à l'identique, mais cette fois-ci dans une ville qui elle aurait évolué au cours des siècles, et donc on s'imagine peut-être en 3000 après Jésus-Christ. Dans une ville qui a gardé en tout cas un monument historique tel quel. Je vous laisse en profiter, Clément Le Fur. Oui. Soit. C'est exactement le même bâtiment, mais cette fois-ci, le paysage a fortement changé. Seuls quelques magasins ont gardé la même, le même coffre historique. Et vous avez des passants qui finalement peuvent admirer le bâtiment de plus haut. La ville visiblement aurait gagné quelques mètres de hauteur, et on pourrait donc contempler un bâtiment religieux par le haut. Ce qui semble assez paradoxal. Écoutez, je ne crois pas que la morale chrétienne entendait ceci par l'élévation et l'élévation vers Dieu. Ah, mais en même temps, franchement, quand je vois l'illustration, le dessin que vous nous proposez, Ryoma, honnêtement, je pense à une BD oui, très juste. de SF où on voit des vaisseaux spatiaux qui passent dans les villes, etc. Bon... j'ai envie de dire, on pense à Notre-Dame parce qu'effectivement ça ressemble énormément à la flèche de Viollet-le-Duc, ça ressemble à Notre-Dame, ça ressemble à Paris parce qu'on se croirait effectivement sur l'île de la Cité, ou en tout cas on croirait retrouver l'île de la Cité et quelques bâtiments de type haussmannien effectivement. Néanmoins et puis le mouvement du fleuve que l'on voit derrière correspond effectivement au mouvement de la Seine. Néanmoins, excusez-moi, mais ça, c'est pas Paris. Voilà. Bon, d'accord. Mais, après, on parle avec des yeux de 2019. On parle avec ce qu'on a toujours vu, ce qu'on a toujours pensé. Mais je pense que, quel que soit le choix qui sera fait, j'ai pas envie d'être un optimiste béat, mais il me semble tout de même que ça pourra au final être bien fait, quoi qu'il arrive. Et il y a quand même des garde-fous, parce qu'il y a du monde. Il y a du monde là-dessus. En tout cas, pour finir... Oui, mais... Oui, c'est... Oula.
Je lis que donc une cellule psychologique a été activée pour les agents du patrimoine culturel, du patrimoine de la culture. Je sais pas si l'information est véridique ou si c'est insolite. C'est du BFM. C'est du BFM. Sur Twitter. D'accord, le vrai BFM. Hein. D'accord. Ok. Parce qu'il y a des comptes parodiques de BFM, bref. Donc, Mais c'est le compte vérifié, je A vois. priori, c'est le compte vérifié. d'accord. En tout cas, pour finir en tout cas sur ce projet de reconstruction, alors ce qu'on reproche en tout cas à Emmanuel Macron, c'est d'avoir en plus en fait de jouer un peu la surenchère pour essayer de rassembler. Il y aurait peut-être cette volonté de finir les travaux avant les Jeux Olympiques de 2024 et c'est peut-être c'est plausible, disons. En tant que commentateur politique, disons c'est une supposition qui peut se tenir. Après, il y aurait bien entendu le fait que ce genre d'ouvrage en tout cas garde la trace des hommes politiques de son époque et donc ce serait une manière assez pratique de laisser son nom dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Tous les présidents l'ont fait, sauf Nicolas Sarkozy et François Hollande. Voilà, donc de ce point de vue, Ils ont tous construit. Est-ce qu'on peut finalement reprocher ça à Emmanuel Macron ? Peut-être que on sera plus exigeant sur ce à quoi va ressembler le bâtiment que les circonstances dans lesquelles celui-ci va être remis sur pied et va être réouvert au public. De l'homme ou de la fonction, qui est le plus fort ? Vous avez 4 heures. Le débat de philosophie est lancé. En attendant, je vous annonce la transition. Il est 13h47. Et je disais donc qu'il est 13h47, nous accueillons Anne Weber, pour une tribune culturelle. Vous allez nous parler d'une œuvre dont j'ai entendu parler, je n'ai pas lu moi-même. Il s'agit du Souffle de la hyène. De Pierre Bottero. Personnellement, je l'ai lu 7 fois parce que je suis une fan absolue. C'est à vous, on vous laisse la Seulement parole. 7 fois. Dites donc. Non, j'ai lu aussi 7 fois les 2 autres tomes de la trilogie. Ah bah d'accord, ok, je me tais. Le Souffle de la hyène de Pierre Bottero. Pour commencer, je vais vous parler un peu de cet auteur qui est malheureusement décédé en 2009, qui a laissé tous ses fans en deuil. Ensuite, je vais vous parler... À quel âge ? 39 ans, je crois. Il est né en 1964 et il est mort en 2009. Il était jeune. Oui, il s'est tué à moto en fait. Il s'est tué alors qu'il sortait d'une réunion avec un de ses éditeurs. Il venait de se mettre d'accord pour la couverture de son dernier livre. Il est sorti de la réunion, il s'est tué à moto. Aïe. Voilà. Et donc, le livre en question est sorti, mais du coup les fans ils sont complètement dépités parce que... En fait, donc je vais l'expliquer un peu, mais c'est que cet auteur a créé un multivers. Et en fait, c'était le livre qui allait rassembler tout le multivers. À la fin du livre, c'est le moment où on se dit, ça y est, c'est le moment, tout va être réuni et il n'y aura jamais de suite. Voilà, donc c'est un peu le dépit est total pour moi, en tout cas, qui suis une très grande fan. En tout cas, il reste un mystère. Oui. Et la légende voudrait que Pierre Bottero ait inspiré, bien sûr, Marvel et son multivers. Faut pas pousser non plus. Non, c'était une boutade, bien sûr. Et donc, le Souffle de la hyène. C'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle L'Autre, qui donc s'inscrit dans le fameux multivers. C'est une des séries qui relie le plus les différentes trilogies qu'il a fait entre elles, parce que donc il y a un bâtiment dedans qui s'appelle la Maison dans l'ailleurs. Et en fait, le principe, c'est un peu comme dans le château ambulant, c'est que derrière chaque porte, il y a un monde différent. Voilà. Et donc, étant aussi très fan de Miyazaki, le concept, j'ai beaucoup aimé. Bonne référence. Voilà. Et du coup, il se trouve que comme cette série met le concept de la maison, on se dit, effectivement, derrière la porte, il y a le monde de telle autre série qu'il a faite. Mais donc, je vais vous parler un peu de Pierre Bottero. De base, il est né à Barcelonnette en 1964. Alors, à l'origine, c'était un instituteur. Et puis, il s'est senti... il a eu un peu la fibre littéraire qui lui est venue avec le temps. Il a ressenti le besoin d'écrire. Donc au début, il a surtout sorti des ouvrages de pédagogie, donc vraiment liés à son métier, des méthodes d'apprentissage pour les petits-enfants, tout ça. Et ensuite, il s'est tourné vers la littérature jeunesse. Et donc, il a à peu près toujours édité chez les éditeurs Rajo.
Donc les sagas qu'il a faites, donc l'autre, dont je vais parler ensuite, La quête des Willan et Les mondes des Willan, qui sont 2 trilogies qui se suivent. Les âmes croisées, le fameux livre qui devait tout rassembler, et qui devait être une trilogie au départ et qui ne donnera qu'un tome. Et Le pacte des Marchombres, qui met en scène un des personnages de la saga Willan. L'auteur avoue lui-même qu'en fait, à l'origine, il comptait pas se faire cette série sur ce personnage, mais que quand il a fini la série des Willan, il a dit ce personnage, il a continué à me hanter et à m'obséder. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, et donc il lui a écrit sa propre série. D'accord, donc c'est quelqu'un qui finalement, on va dire, part d'une curiosité et puis, et finalement, crée un monde pour lui et a entraîné en fait les lecteurs dans son monde. C'est ça. D'accord. Et voilà, moi si je devais dire quelque chose sur cet auteur, c'est que je pense pour les gens qui lisent, il y a toujours un moment où on a un auteur qui nous marque particulièrement, ou quand on lit on dit oh là là, ça me prend complètement aux tripes et tout ça. Moi ça a été lui, sur tous les livres que j'ai lus de lui, je les ai à peu près tous lus. Et donc je vais revenir sur l'autre qui est le livre que j'ai lu la trilogie que j'ai lu le plus de fois. Donc le concept de départ. Alors, il y a une entité maléfique, c'est un truc assez abstrait, finalement, qui s'appelle l'autre. Et en fait, c'est une entité maléfique, donc elle veut détruire le monde, hein, ça c'est comme d'hab. Et donc, il y a 7 familles, c'est dans notre monde, hein, je précise, parce que des fois, ils créent d'autres mondes, comme je disais. Et donc, il y a 7 familles, chacune un peu avec un pouvoir spécial, qui se sont unies pour... sceller cette entité, mais ils n'ont pas réussi à la tuer complètement, donc ils l'ont enfermée dans un cube, si je me rappelle bien. Sauf que, en fait, alors que l'union avait fait la force, et que ça aurait dû être ça, un peu le truc, oui, il faut rester unis, en fait, il y a une des familles, comme il y a certaines des familles qui étaient pacifistes, et une qui était dans une méthode beaucoup plus agressive, ils ont un peu pris la grosse tête en disant, en fait, c'est nous qui avons gagné, et du coup, ils ont tué les autres, à peu près intégralement. Et du coup, le début du livre, c'est que l'autre sort de son cube, mais qu'il n'y a quasiment plus personne pour venir l'affronter, vu que les familles ont été décimées. Et donc, il y a 2 adolescents qui vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Donc, il y a Nathan. Donc, c'est un jeune homme qui vit à Montréal, donc très bon sportif, très bonne note à l'école, tout ça. Profil un peu archétypal. D'accord. Donc, lui, il vit à Montréal. Et ses parents meurent, sa maison explose en fait. Lui, il est en train. En fait, la scène en question, c'est que il est en train de se dire il y a la première neige de cette année, c'est cool, je vais sortir voir. Il sort de la maison et genre 1 minute plus tard, la maison explose dans son dos. Oui. Donc là, il est. Surtout que il avait toujours eu une vie relativement normale jusqu'à présent. À part qu'il comprenait pas trop, ses parents étaient très secrets. À chaque fois qu'il commençait un peu à manifester qu'il était très bon en sport et tout ça, il disait non, on va déménager. Et il comprenait pas trop. Donc évidemment, c'est un descendant des fameuses familles, évidemment. Et donc, à des kilomètres de là, il y a une jeune fille qui vit, il me semble, dans la banlieue de Marseille, un truc comme ça, qui s'appelle Chaé. Et en fait, elle, c'est une fille... qui a un caractère très sauvage, elle est très méfiante vis-à-vis des gens, elle se laisse pas approcher, elle supporte pas que les gens la touchent, elle les frappe, elle les démonte, vraiment, elle leur met une balayette, elle les démonte, enfin voilà. Et donc ces 2 adolescents vont se retrouver à devoir collaborer pour battre l'autre. Et donc pour les aider un peu dans cette quête, parce que donc les 2 ils ont 16 ans et de base ils ont des vies assez normales, donc quand t'arrives en mode oui, il y a le mal et il faut le détruire, ils sont aux fraises, ils savent pas quoi faire, évidemment, les pauvres. Et donc, dans cette quête, ils ont un vieil homme qui s'appelle Rafi. C'est un berbère, il me semble. Oui, un berbère du Maroc. Et on sent le studio s'ébranle, là tout de suite, on se découvre des super pouvoirs, Raphaël. Non, j'ai dit c'est pas moi. Et en fait, lui, c'est un peu l'archétype du vieux maître, c'est que d'un côté, il les guide dans leur quête, mais d'un autre côté, il parle que en énigmes, du coup, souvent, ils comprennent rien à ce qu'il leur raconte. Bon, on fait Rafiki, le roi lion, tout ça. Voilà, le père Fouras. Ah, bah oui, aussi. Qu'est-ce que Luke Skywalker vient foutre là-dedans? Non, Obi-Wan. Ah, Obi-Wan. Oui. Voilà. Le regard s'illumine. Non, Yoda. Vous l'avez le souffle. Pardon, on revient donc sur. Voilà, et donc, évidemment,
la fameuse entité, elle compte pas se laisser faire. Elle a un certain nombre de sbires qui sont à sa solde et qui essayent de tuer nos deux héros, qui tant bien que mal essayent d'apprendre à contrôler leur pouvoir et de régler la situation pour sauver quasiment l'univers entier en fait. D'accord, Vu très bien. vu qu'ils sont reliés par la fameuse maison, la créature elle est capable de traverser les autres portes en fait, et du coup elle pourrait aller pourrir l'univers tout entier. Ah, rien que ça. Mais de base ils essayent surtout de sauver la Terre. Bon, Voilà. Donc ça c'est pour le concept de base, c'est le tome 1. faut Et voir les donc- choses en grand. Voilà, et donc il y a 3 tomes au total. Donc je vais pas en dire plus pour le scénario, sinon ça va vraiment trop gâcher la surprise. Mais donc moi, une question assez que je me suis posée, c'est peut-être à force d'analyser les textes en français et tout ça, c'est que du coup je me suis dit un peu quand il a mis l'autre comme nom, cette entité maléfique, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, qui est l'autre en réalité, parce que comme je disais, dans le livre c'est une notion qui est très abstraite en fait. C'est un peu comme, pour faire un parallèle, dans Alien 1, où la menace pèse pendant tout le film, mais que c'est 5 minutes avant la fin que l'alien apparaît vraiment. Là c'est un peu le même principe, c'est que pendant tout le livre on leur dit oh là là, l'autre c'est la plus grande menace de tous les temps, il faut le combattre et tout ça, mais qu'en vrai on leur explique rien à ce que c'est. En fait, la fameuse entité, elle a pris possession de 3 personnes et à chaque fois, il y a une personne qui vient, mais elle arrive pas très longtemps avant la fin. Et du coup, on n'a pas vraiment la notion de qu'est-ce que c'est l'autre. Et du coup, moi, je me suis dit, de la part de cet auteur, c'est pas possible qu'il nous ait juste fait le coup de l'autre, ah, c'est les immigrants, ou c'est les femmes, ou je sais pas quoi, que ce serait une œuvre un peu pour stigmatiser des communautés. Non, parce que il y en a qui l'ont fait, sortir des menaces extraterrestres qui en fait étaient des métaphores Ah oui, de certaines populations. de l'URSS à une époque, oui. Voilà, du coup, je me suis dit, de la part de cet auteur, c'est pas possible qu'il ait voulu dire ça. Du coup, j'avoue, j'ai un peu réfléchi à la question, et quand je vois tout ce début avec l'union fait la force, et à la seconde où ils ont arrêté d'être unis, c'est la menace, elle est revenue. Donc je pense que quelque part, quand ils disaient l'autre, ils faisaient un peu référence à l'autre facette qu'on a un peu tous en nous, la facette un peu noire. Le côté obscur. Voilà, de exactement. chacun. Le côté obscur de la force, n'est-ce pas? Et Merci, ça me met en Voilà. joie de parler Voilà. de Star Wars. Mais que donc du coup, moi je pense que c'est à ça qu'il a voulu faire référence, et ce côté que oui, on a cette part en nous et il faut l'accepter, mais que donc il faut pas la laisser nous dominer, il faut rester un peu ouvert sur les autres et pas dire ma force c'est la seule force, parce que là c'est ça qui les a mis dans la panade au départ, hein, c'est cette fameuse famille qui arrivait en mode nous on est les meilleurs, les autres ils sont nuls, on n'a pas besoin d'eux, on les tue, et oups, en fait on avait besoin d'eux, enfin voilà. Voilà. Et donc, pour décrire un peu, c'est évidemment il y a de l'aventure, mais il y a toujours de l'aventure avec cet auteur. Parfait, une belle escapade entre jeunes gens Voilà. dans la nature. Il y a quand même. Après, c'est moins sur le côté voyage que par exemple la saga Ewilan dont je parlais tout à l'heure. C'est que c'est une histoire avec là c'est 2 collégiens dans Ewilan, ou en tout cas au début de l'histoire ils sont collégiens. Et là, ils arrivent dans un monde parallèle. Du coup, il y a beaucoup plus un côté voyage dans ce monde parallèle que toute la première trilogie. Ils découvrent les villes et tout ça. Ils sont c'est joli. Il y a la forêt. Il y a les animaux comme ci, comme ça. Après, pour moi, l'auteur a fait une seule grosse incohérence, une erreur, mais tous les auteurs l'ont fait. C'est qu'ils arrivent dans un monde parallèle et tout le monde parle français. C'est bon. Ça, tout le Oui, monde a ça fait. c'est comme d'habitude. Ouais, non, c'est Tout le pas monde parle propre la à même cet langue, auteur. et puis mais- c'est ou bien le français, ou bien le japonais, ou bien l'anglais, ou bien je sais pas quoi. Oui, ça dépend de la langue natale de l'auteur de départ, on est bien Vous d'accord. le regardez mais- en tamoul, c'est le tamoul. C'est ça. Disons que l'environnement extérieur n'oppose pas de résistance de communication. Non, il me semble c'est que ça. après, il me semble qu'il avait mis un peu une excuse du genre c'est des terriens qui ont colonisé ce monde et que c'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent français, mais Donc on sent qu'il y a parfois des ajouts comme ça au fur et à mesure et que l'auteur a un peu brodé sur ses acquis. bah après pour moi c'est un peu la seule petite erreur qu'il ait faite, parce que le monde en question parallèle il l'avait vraiment très bien construit, mais
comme tous les auteurs, comme ils voulaient pas être gênés par le côté mince, les héros comprennent rien à ce qu'on leur dit. Tout le monde parle français en fait, ça va. Ça fait mal à mon cerveau qui travaille sur la linguistique historique en ce moment. Ça fait très mal. Voilà, c'est. En même temps, le récit narratif qui commence par 6 mois où il se passe rien parce que les héros apprennent la langue, je ne suis pas sûr que ce soit très palpitant et très prompt à susciter. Non, je comprends. J'entends bien, mais toutes les langues évoluent toujours. Donc, même s'ils parlaient français au départ, ils parlent plus le même français, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Et puis après tout, c'est un Canadien qui débarque en France. Voyons. Mais voilà, du coup, je comprends pourquoi il l'a fait. Vu que j'écris un peu moi-même, je comprends, c'est beaucoup plus facile en termes de stratégie, mais j'avoue que du coup, moi j'étais ça fait grincer des dents, oui, effectivement. Je regarde ça, moi maintenant c'est un détail auquel j'essaie de faire attention quand j'écris. Je me dis non, là ils sont pas censés comprendre, là c'est pas le même pays, ils parlent pas la même langue, et là c'est carrément pas le même univers, donc pour qu'ils se comprennent, faut trouver une excuse, quoi. Et donc, voilà, cette trilogie, l'autre, en fait, c'est surtout sur le dernier tome. Bon, que du coup, je vais pas raconter en détail. C'est surtout sur le dernier tome qu'en fait, on retrouve des personnages qui sont liés à la fameuse saga Ewilan, vu que c'est les 2 grosses sagas que Pierre Bottero a faites. Et c'est qu'en fait, à côté de la maison dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a une prairie. En fait, le principe, c'est que si on va dans cette prairie, on meurt. Parce que c'est une prairie carnivore, en fait. Et donc, si on va dedans, on meurt. La prairie nous mange. Elle mange les objets, elle mange tout. Et en fait, cette prairie avait déjà été évoquée dans les mondes d'Ewilan, il me semble. À un moment, ils voyagent et ils tombent sur cette fameuse prairie où, du coup, ils partent en ballon dirigeable, il me semble, pour s'en sortir à ce moment-là. Mais que voilà, du coup, il y a toujours des petits clins d'œil des séries... Donc quand on est fan comme moi, on est content à chaque fois de se dire « Ah, c'est une allusion à cette série, j'ai reconnu !» D'accord, c'est une littérature donc, qui est bien imbriquée et donc, qui permet comme ça à chaque fois de trouver des repères et de retomber sur ses pattes. Oui, c'est ça. Et je dois dire aussi, c'est que même si c'est de la littérature jeunesse, moi c'est un auteur, je l'ai découvert quand j'étais en 5e. Et ça se relit sans problème, même là maintenant, plus de 10 ans plus tard... je m'en lasse pas, j'ai toujours le même côté accro qu'avant, parce que quand je commence à lire ces livres, à chaque fois je suis je vais lire un chapitre. J'arrive au bout du chapitre, je suis là, du coup je lis 100 pages parce que c'était trop court. J'arrive au bout des 100 pages, je fais je lis le premier arc. Et après je me dis, vu le nombre de pages qui restent, c'est trop bête. C'est pas grave. Voilà, exactement. Et je dis, là il reste plus assez de pages pour dire je m'arrête là, c'est trop bête. Allez, je lis le tome en entier. Il y a une partie des étudiants qui nous écoutent sans doute qui sont déjà en vacances, alors peut-être que vous avez une petite idée pour ce qui est des lectures compulsives. Voilà, mais peut-être que ça fait pas le même effet à tout le monde, mais moi cet auteur vraiment, toutes ces sagas, c'est le même effet à chaque fois je vais lire un chapitre et d'un coup je lève la tête et je fais ah mince, j'ai lu le tome en entier alors que je m'étais dit que j'allais faire autre chose. Merci beaucoup Anne Weber, on compte sur vous pour nous conseiller d'autres lectures addictives. On vous retrouve. Je ferai au mieux. On vous retrouve bientôt ? Dans 3 semaines, la tribune culturelle, le mensuel, ça marche, ce bord ? Oui, très bien. Là, j'ai été à l'expo sur l'Orient vu par les peintres occidentaux. Oui. Et je vais aller à l'exposition sur les abysses prochainement qu'il y a en ce moment au Muséum d'Histoire Naturelle. Du coup, je vous parlerai de tout ça la prochaine fois. Mais le mot l'autre, ça pose aussi la question de la traduction, Ryoma. Et ça... Oh là là. C'est un autre problème. Je me demande comment ils ont traduit dans les autres pays, c'est vrai, mais... Moi, je dis ça comme Vous ça. Vous l'auriez traduit comment en japonais ? En fait, moi, déjà, ici, il y a un personnage que ça me rappelle, c'est le méchant, le personnage du mal dans Sailor Moon. Est-ce que vous voyez la grosse ombre, je sais pas comment je vois, j'ai oublié le nom, mais je vois. Voilà, et donc il y a ce personnage-là, en tout cas, qui m'a l'air d'y ressembler plus ou moins. Je sais pas si l'histoire y ressemble vraiment, mais bon, on sent quand même... il n'est pas introduit pareil, du coup, j'y ai pas pensé, surtout que Sailor Moon, je l'ai lu beaucoup plus tard, mais... Mais voilà, après, je sais pas... En termes de concept, c'est vrai qu'il y a un parallèle quand même. Voilà, et après, on peut peut-être trouver... Alors, on n'est pas obligé, comme ça, tout de suite, de faire de la traduction littérale. C'est-à-dire qu'évidemment, on a envie de faire passer un message, on a envie de poser un peu les bases de l'histoire. Mais peut-être que pour faire de la littérature accessible aussi, et peut-être pour ne pas non plus insister, disons, sur
comment dire, la barrière linguistique entre les deux mondes, peut-être qu'on peut trouver, par exemple, voilà, des choses que l'on connaît déjà. Peut-être on peut faire un renvoi. Est-ce qu'une traduction, par exemple, peut être aussi une méthode de renvoi, comme ça, de référence à ce qui a déjà été apprécié, ce qui a déjà été connu? Ah, peut-être. Après, moi, j'étudie pas forcément beaucoup la traduction en elle-même. J'étudie plus le français, quoi. Du coup, je pense que c'est pas mal d'essayer de faire le parallèle avec des références qui vont parler aux gens du pays concerné. C'est toujours ça à traduire. Mais que voilà, c'est toujours compliqué parce qu'il faut pas trop dénaturer le concept de départ, mais en même temps, si on balance juste le truc tel quel, des fois les lecteurs de l'autre pays, ils comprennent rien, alors que pour ceux du pays de base, c'est évident, quoi. On a quand même quelque chose de particulièrement pratique pour ce sujet-là en particulier. On a Sartre, un auteur qui est bien traduit dans beaucoup de langues à travers le monde. Et si le fameux adage « l'enfer c'est les autres » pouvait servir de référence, et bien je pense que tout le monde s'y retrouverait. Sur la question de l'autre, de manière très intéressante, je renvoie à une discussion entre Alain Finkielkraut et Yann Moix sur le plateau d'On n'est pas couché il y a 2 ans, il me semble. Et, il y a si longtemps que ça. Il y a si longtemps que ça. Eh là mon Dieu. Yann Moix a pris des rides, dis donc, depuis. Excusez-moi. Mais donc Irma, des rides ou des bifetons de C8 à choisir. Ou les deux, pourquoi choisir? Je crois que ça peut clore la tribune culturelle qui revient dans 2 semaines. Réoma, la suite. Merci. Quelle heure est-il? 14h06, pardon. Il est 2h06 de l'après-midi. On revient brièvement donc sur les titres de l'actualité. Ou si vous voulez, je peux vous parler jeux vidéo. C'est vous qui voyez. Oui, je vous laisse la main. Je serai bref, c'est promis, et puis après je vous laisse parler de l'actualité plus ou moins brûlante. Mais c'est un jeu qui parlera sans doute à Clément, puisque ce mois-ci nous n'avons eu qu'une seule émission, et donc je ne vous parlerai que d'un seul jeu, et le plus brièvement possible et de façon concise. C'est Sid Meier's Starships. Ça vous parle, Clément? Absolument pas. Si je vous dis Sid Meier's, ça vous dit? Non. Bon, c'est Civilization. C'est celui qui a fait les jeux Civilization. Donc c'est développé par Sid Meier's et Firaxis Games et édité par 2K Games. Voilà, bon, j'ai fait le tour de la fiche descriptive. Maintenant, le jeu en lui-même est assez intéressant parce que c'est normalement plus ou moins... Enfin, vous pourriez reprendre une partie de Civilization Beyond Earth. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. C'est la suite donc de Civilization. Une fois que vous avez réussi une victoire scientifique, vous pouvez aller sur une planète, sur une autre planète. Et si vous faites un certain type de victoire dans Civilization Beyond Earth, je vous en parlerai dans un billet bientôt peut-être. Eh bien, vous pourriez normalement accéder, ou en tout cas transférer votre partie vers Sid Meier's Starships. Et là, l'idée, c'est de partir à la conquête de l'univers. On reste encore dans le domaine de la science-fiction, l'espace. Je l'ai pas fait exprès d'être en même temps que les trous noirs. Voilà. Oui, monsieur, parfaitement. Donc vous partez à la conquête de l'espace avec quelques petits vaisseaux. Au départ, il y en a que 3 qui font poète-poète, comme un scooter, un 2 temps. Il faut et puis il faut aller péter en face des gros. Des vaisseaux. Non, pas encore. Mais des petits vaisseaux, ouais. Et puis il faut réussir surtout à ne pas se faire poutrer la gueule. J'ai des résurgences de Faster Than Light sur lequel j'ai passé de nombreuses heures. Ah, j'ai pas joué à celui-là. Mais le système de bataille est exactement le même que pour Civilization. Donc c'est du tour par tour. Et il y a 2 choses à gérer en même temps, oui, plus ou moins. Il y a à la fois la partie sur la carte de l'univers où vous gérez vos conquêtes de planètes. Et en même temps, vous avez la gestion de chaque bataille qui se fait là aussi au tour par tour. C'est pas du temps réel. Donc, en ce qui concerne la conquête de l'espace, c'est bel et bien à chaque fois, c'est du tour par tour. Les tours s'organisant, étant vraiment plus organisés, il y a de l'ordre, il y a plus d'ordre à respecter pour le.
pour la conquête, pour la gestion globale de votre Mais territoire. Du coup, les batailles, ça ressemble à un XCOM dans la manière de. J'y ai pas joué, j'avoue. Plus un Rome Total War. J'y ai pas joué non plus au Total War. Je vais m'y mettre. J'avoue, je suis désolé, mais je vais m'y mettre. Hein. Raphaël 1000, vous me décevez. Je sais, c'est pas bien. Est-ce que vous avez déjà joué à Star Wars Empire at War? Oui. Bon, bah voilà. D'accord. Vous reprenez les batailles spatiales de Empire at War, c'est à peu près le même principe, sauf que là, c'est du tour par tour. Et en même temps, il faut gérer sa flotte. Parce que là, pour le coup, il y a une seule flotte disponible. Ça, c'est peut-être le petit bémol qu'on peut mettre dans ce jeu. Et cette flotte, vous pouvez y ajouter jusqu'à un nombre limité de vaisseaux que vous pouvez améliorer de différentes façons. C'est-à-dire que vous avez plusieurs parties du vaisseau que vous pouvez améliorer, de telle façon que vous pouvez en faire, je sais pas, par exemple une corvette d'un côté, de l'autre vous avez un destroyer, etc., etc. Et donc gérer une vraie flotte de vaisseaux, et ça vous permet ensuite de penser votre stratégie de bataille, sachant que plus vous mettez de charge sur un vaisseau, moins il va vite. Donc il faut aussi penser à augmenter les moteurs, etc. C'est toute une gestion fine où il faut penser à quel type de flotte on veut faire et quel vaisseau on veut avoir. Et tout ça vous amène à conquérir l'univers. Vous l'avez dit, rien que ça. Merci beaucoup Raphaël 1000. 14h11, je vous passe la parole Ryoma pour Merci beaucoup. l'actualité. Donc nous revenons brièvement sur les titres de l'actualité. L'acte 23 des Gilets jaunes, une recrudescence de la grogne suite à de nombreux facteurs, notamment les dons qui auraient été accordés par les grandes fortunes de France pour la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame. Certains y voient finalement la preuve que l'argent est là mais qu'il est mal redistribué. Attentat meurtrier donc au Sri Lanka. On ne sait pas qui a ciblé des églises et des hôtels des hôtels du Sri Lanka et des églises chrétiennes, mais le nombre de morts donc s'élève à 156 morts et à plus de 400 blessés. Parmi les morts, donc on compte 35 blessés. L'arrestation de Julian Assange, donc je disais le 11 avril dernier. Julian Assange donc qui était muré dans l'ambassade d'Équateur. Il a été finalement remis aux autorités britanniques, sachant qu'il a un mandat d'arrêt états-unien qui pèse sur lui. C'est donc un revirement assez exceptionnel puisque il aurait participé en tout cas à la montée de Donald Trump et c'est donc l'administration Trump qui exige son extradition. Ensuite en Algérie, le départ du président du Conseil constitutionnel affaiblit la coalition qui assure la transition en vue de la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Et il est donc 14h13. On arrive en bout d'émission. Exactement, nous arrivons en bout. Je vous donne juste une dernière actualité du jour, puisque les Ukrainiens votent aujourd'hui. Et c'est le comédien Volodymyr Zelensky qui fait la course en tête. Il est face à Petro Poroshenko, président sortant. Donc 14h13, Ryoma Takeuchi, c'était LVE Weekend, qui vous était présenté cette semaine par Ryoma Takeuchi. Exactement. Est-ce que donc pour la semaine prochaine... La semaine prochaine, on n'est pas là, du type vacances, parce qu'il faut prendre des vacances une fois de temps en temps quand même. Et on se retrouve dans 2 semaines pour LVE Weekend. Je serai là à 12h30 pour vous accompagner pendant 1h30. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis ramenez-vous la prochaine dans 2 semaines. De bonnes fêtes de Pâques à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, parce que il y a 2 fêtes de Pâques, toujours. La Pâques juive aussi. Exactement. N'oublions pas que le peuple hébreu est sorti d'Égypte. Pour ceux qui se souviennent que c'est ça. Voilà. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Dans 2 semaines, donc, je vous retrouve à 12h30. Bonne journée à tous.